Comme promis, nous commençons aujourd'hui les espaces vectoriels de dimension finie, donc qui est la suite logique de la théorie des cas espaces vectoriels, mais on va préciser la nature de certains espaces vectoriels, donc ceux qui vont être qualifiés de dimension finie, hein, on va donner la dimension, et ça va permettre de répondre à un certain nombre de questions qui restaient en suspens. Déjà l'existence de base, est-ce qu'on peut toujours dire qu'une base existe, et si oui, dans quelles conditions? Est-ce qu'on ne peut pas mieux caractériser celle-ci? Alors, je vous donne un exemple très très simple, hein. Imaginez que le plan, là, enfin, le plan de mon bureau, là, c'est le plan. Vous voyez, on avait quand même le sentiment que si on prenait deux vecteurs, vous voyez, par exemple, imaginez que l'origine ce soit là, et là je prends deux vecteurs qui sont linéairement indépendants, non collinéaires, on avait quand même le sentiment qu'on construisait une base du plan, à chaque fois qu'on prenait deux vecteurs comme ça. C'est-à-dire que la liberté de la famille et le fait qu'il y en ait deux, ça permettait de dire qu'on avait une base. On n'avait plus besoin de montrer le côté générateur. Ça paraît assez clair que si je prends par exemple ces deux vecteurs-là, je vais pouvoir décomposer n'importe quel vecteur du plan comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc on sent bien qu'une fois qu'on aura parlé de dimension, une fois qu'on aura dit que 2 par exemple pour le plan, ça a l'air d'être le bon nombre de vecteurs pour constituer une base, et dans ce cas-là la liberté est suffisante pour assurer la génération, c'est-à-dire que quand on aura un nombre de vecteurs clés, être libre et être génératrice, c'est pareil, c'est-à-dire que les propriétés d'existence deviennent équivalentes à des propriétés d'unicité. C'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire équivalence et unicité sera la même chose quand le nombre de vecteurs sera celui qu'il faut. Alors maintenant, le but du jeu, ça sera de mettre un nombre clair sur ce qu'on appelle celui qu'il faut, hein. Donc il faudra essayer d'éclaircir tout ça. Est-ce que justement, dans certains espaces vectoriels, on ne peut pas proposer une démonstration, enfin une définition plus simple d'une base, ou en tout cas caractériser les bases beaucoup plus simplement? Il y a aussi l'existence de supplémentaires, hein, qu'on a laissé en suspens. On sait travailler quand on a des sous-espaces vectoriels supplémentaires, mais on n'a jamais montré que ceci existe, hein. Si je prends un sous-espace vectoriel de E, question, est-ce que je peux trouver un supplémentaire? Et aussi, comment le construire? C'est-à-dire que la question de la construction de ces objets, construction des bases, construction des supplémentaires, va être évidemment au cœur de ce chapitre sur la dimension finie. Et enfin, pour les applications linéaires, on avait vu que quand on avait une base, ben, mon application elle était entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc on voit tout de suite que l'existence de base et la construction de celle-ci est évidemment importante pour générer les applications linéaires et pour comprendre comment fonctionnent les applications linéaires. Donc on voit que les enjeux de ce chapitre sont importantes. Elles seront d'autant plus importantes qu'elles vont s'accompagner d'algorithmes, c'est-à-dire que quand on va construire des objets, on va donner le protocole pour les construire. Donc ça va être un chapitre extrêmement concret où on va justement lever le voile sur beaucoup de questions qu'on avait vues de façon assez abstraite. Et là maintenant on va les voir de façon beaucoup plus concrète. Bon, on va se lancer tout de suite dans la bataille, hein. On va parler de dimension, hein. Donc, ça va être le thème de la matinée. Donc on va étudier le chapitre grand 1 et on va étudier ce qu'on va appeler la dimension d'un espace vectoriel. Alors on va voir ce que ça veut dire être de dimension finie, mais aussi ce que ça veut dire être de dimension infinie, hein. Donc dimension d'un cas espace vectoriel. Et pour commencer, ben, on va tout de suite donner la définition. Voilà, donc la définition va être d'ailleurs pas si facile que ça à comprendre, hein. Quand on va l'écrire, on va se dire, ah ouais, mais on n'a peut-être pas tout dit, comment ça se passe. Donc, première définition du coup, hein, qui va être une définition importante, qu'on va améliorer au fil du cours, mais pour l'instant, on va se contenter de cette définition-là, hein, qui sera la définition d'un espace vectoriel de dimension finie. Donc, on se donne E un cas espace vectoriel. Donc, E un cas espace vectoriel. Donc, on dit que E est de dimension finie. On dit que E est de dimension finie. Donc là, je suis en train de définir ce que j'appelle deux dimensions finies. Je ne suis pas en train de définir la dimension, hein. Je suis en train de définir ce que signifie être deux dimensions finies. Donc on dit que E est un cas espace vectoriel de dimension finie lorsqu'il existe une famille génératrice finie de E. Lorsqu'il existe une famille génératrice finie
de E. Donc là, attention, hein, on n'a pas défini la dimension d'un espace vectoriel, hein, je le répète. Ce qu'on a défini, c'est être de dimension finie. Être de dimension finie, c'est soumis à l'existence d'une famille génératrice finie de E, hein. Donc là, il faut bien faire attention sur ce qu'on a dit et bien délimiter ce qu'on a dit. Les espaces vectoriels de dimension finie sont les espaces vectoriels qui possèdent au moins une famille génératrice finie. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si un espace n'est pas de dimension finie, on dira qu'il n'est pas de dimension finie. Donc dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il n'existe pas de famille génératrice, s'il n'existe pas de famille génératrice finie, la dimension de E est infinie. Donc voilà la dimension avec laquelle on va travailler ce matin et qu'on va chercher à améliorer. Donc voilà pour la définition qu'on va travailler, hein. La première question qu'on a envie de poser, donc, c'est comment montrer qu'un espace vectoriel est de dimension finie. Donc il suffit de suivre la définition, hein. Je vous rappelle que la définition dit qu'on doit exhiber une famille génératrice finie. Donc on va tout de suite mettre en place le procédé. Donc pour démontrer qu'un cas espace vectoriel est de dimension finie, on doit montrer, alors si possible exhiber, on doit montrer qu'il existe, ou invoquer un théorème qui dit qu'il existe, parce que ça sera un résultat d'existence. Donc on doit montrer qu'il existe une famille de vecteurs de E, une famille, je vais l'appeler V1, etc., Vm appartenant à E, tel que, eh bien, tel que E s'écrivent comme l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de V1 jusqu'à Vm. C'est-à-dire, autrement dit, hein, si j'écris un peu plus explicitement ce que c'est que cet ensemble-là, je vous rappelle que cet ensemble-là, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs. Il est bien entendu ici que alpha 1, alpha m appartiennent à AK. Donc évidemment, on voit bien que la nature des scalaires peut influer sur le fait qu'un espace soit ou pas des dimensions finies. Il faut faire très attention à la position des scalaires. Donc montrer qu'un espace vectoriel est de dimension finie, c'est être capable d'exhiber une famille génératrice finie de vecteurs de E. Donc tant qu'on n'a pas l'existence d'une telle famille, on ne pourra pas savoir si un espace est de dimension finie. On verra tout à l'heure comment explorer le fait qu'un espace est de dimension infinie. On verra que ça sera toujours un petit peu plus difficile de le prouver. Alors on va commencer à explorer les exemples fondamentaux. Alors vous n'allez pas être surpris, je vais reprendre quasiment tous les cas espaces vectoriels qu'on avait à étudier lorsqu'on travaillait dans les espaces vectoriels généraux. Donc je vais commencer par le plus emblématique d'entre eux, c'est-à-dire je vais travailler avec le R espace vectoriel, R lui-même. Alors, est-ce que cet espace vectoriel-là est effectivement de dimension finie? Alors pour ça, il suffit de voir si on est capable d'écrire R avec une famille génératrice de nombres finis de nombres réels. Ben, en fait, si vous dites R, ça s'écrit comme l'ensemble des x fois 1. Alors, tout dépend qui va jouer le rôle du scalaire et qui va jouer le rôle du réel. Ici, je vais dire c'est l'ensemble des x fois 1, ou a priori, le x que j'ai mis devant ici est un nombre réel. Alors, j'écris mon ensemble comme ça. Alors, il faut bien comprendre le code couleur qui s'y rapporte. Ici, le code couleur, c'est pour désigner les scalaires, hein. Donc ici, ceci est un scalaire, c'est le scalaire x qui vit dans R. Je peux donc bien dire que R est l'ensemble des scalaires x multipliés par 1, où x appartient à R. Comme ça, je vais bien décrire l'ensemble des nombres réels. Donc ça me permet d'écrire mon espace vectoriel R comme l'espace vectoriel engendré par le vecteur 1. Donc on vient bien de démontrer qu'on a une famille génératrice finie. La famille 1 est une famille génératrice de notre espace vectoriel R. Donc on a bien un espace vectoriel de dimension finie. Donc là on a bien que 1 est une famille génératrice de R vu comme R espace vectoriel. Donc on a bien que l'espace est de dimension finie. Alors si on prend un autre exemple,
je vais prendre l'exemple de C, mais vu comme R espace vectoriel, hein. Donc attention, vu comme R espace vectoriel. Alors, est-ce que on peut dire que C, vu comme R espace vectoriel, est de dimension finie? Alors, on va regarder comment s'écrivent les nombres complexes. Les nombres complexes, on sait les écrire comme combinaison linéaire de la forme suivante. Donc, je vais dire c'est les x fois quelque chose plus y fois quelque chose, où a priori x et y sont des nombres réels. Donc ici, le rôle des scalaires ici va être tenu par des nombres réels, et les vecteurs que je vais prendre ici, ça va être le vecteur 1 et le vecteur i. On peut bien dire que C est l'ensemble des x fois 1 plus y fois i, où x, y appartiennent à R. Ils sont déjà décrits comme ça par construction. Donc si ça fait vraiment écho à l'écriture que l'on a ici, parce que ici, si vous regardez bien, les vecteurs 2, ce sont les vecteurs qui sont ici, et les scalaires, bon, ce sont les éléments de K. Donc on peut à nouveau dire que C, c'est a priori l'espace vectoriel engendré par les vecteurs 1 et i. Donc on a bien ici une famille génératrice finie pour l'ensemble des nombres complexes. Donc l'ensemble des nombres complexes est bien de dimension finie. Alors par contre, si on voit C vu comme R espace vectoriel, comme C espace vectoriel, bien, il est aussi de dimension finie, mais par contre on peut le générer plus simplement, puisque vous avez vu que dans ce cas-là, on peut voir C comme vecteur de 1, tout simplement parce que C, c'est l'ensemble des nombres complexes que je peux écrire comme Z multiplié par 1, où ici Z est vu comme un scalaire, C espace vectoriel, donc ça fait référence à ceci-là, et 1, c'est mon vecteur générateur ici de mon espace vectoriel. Donc là, on voit effectivement que selon la nature des scalaires, le système générateur il sera évidemment pas du tout le même a priori. Donc déjà, on voit que la notion de famille génératrice finie s'accompagne d'une lecture très précise du choix qu'on a fait des scalaires et donc de la structure même d'espace vectoriel. Un R espace vectoriel et un C espace vectoriel, c'est a priori pas du tout la même chose. Alors, continuons avec Kn vu comme K espace vectoriel. Alors, je ne vais pas commencer directement avec Kn, hein, on redémarre sur les espaces vectoriels. Le cours de ce matin, en tout cas le démarrage, je vais aller tout doucement. Donc K2, K2 c'est l'ensemble des couples de la forme XY, où X et Y sont des éléments a priori de K, donc soit des nombres réels, soit des nombres complexes. Et pour trouver une famille génératrice, c'est toujours la même idée, c'est la question qui se pose, c'est comment, avec les lois qu'on a mis sur K2, décomposer de façon naturelle ce vecteur. Bien, on avait vu que pour le décomposer de façon naturelle, ça c'était naturellement les scalaires qui allaient intervenir dans notre combinaison linéaire. Et je vous répéterai toujours la même chose, il faut trouver simplement quels sont les vecteurs qui seraient accrochés aux scalaires qui se dégagent naturellement. Eh bien, on voit tout de suite que pour placer x en première position, on va devoir mettre le vecteur 1, 0 ici, et ici le vecteur 0, 1. On récupère donc a priori que K2 s'écrit donc naturellement, canoniquement, comme l'espace vectoriel engendré par le vecteur de coordonnées 1, 0 et le vecteur de coordonnées 0, 1. Donc là, on vient d'exhiber une famille génératrice finie, qui a deux éléments, donc qui fait de K2 un K espace vectoriel de dimension finie. Alors évidemment, dans le cas de Kn, on voit qu'il suffit de généraliser le procédé, c'est-à-dire que Kn, c'est l'ensemble des n uplets dont les composantes, je vais les appeler x1, xn, où x1 et xn sont des éléments de K quelconque. Là encore, K, ça sera soit R, soit C, selon les conditions. Donc trouver une famille génératrice, c'est simplement, naturel j'entends, hein, c'est simplement voir quels sont les vecteurs qui sont associés aux paramètres qui vivent complètement librement. Donc complètement librement dans K, dans l'ensemble des scalaires. Donc là, on voit qu'on peut procéder exactement de la même façon en se disant quels sont les vecteurs que je vais accrocher tout naturellement à x1, à x2, etc., à xn, pour pouvoir construire ma famille génératrice. Sachant que x1, x2, xn sont des éléments de K qui sont a priori quelconques. Donc on voit qu'on peut complètement singer ce qu'on a fait au-dessus, en disant je vais prendre le vecteur qui va permettre de placer x1 en première position, puis le vecteur qui va placer x2
en deuxième position, puis le vecteur qui va placer xn en dernière position. Donc si ces vecteurs, on va les appeler E1, E2, En de façon un petit peu plus simple, on voit que Kn, c'est directement l'espace vectoriel engendré par les vecteurs E1, E2, etc. jusqu'à En. Voilà, donc là c'est vraiment la construction naturelle d'une famille génératrice. Donc au passage Kn, c'est bien un K-espace vectoriel de dimension finie. On a bien exhibé une famille génératrice finie, puisque la famille qu'on a exhibée, elle possède a priori n vecteurs. Alors pour les polynômes, ça va être exactement le même genre de choses quand leur degré est limité. Donc je vous rappelle que Kn de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égaux à n. C'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égaux à n, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes qui vont s'écrire a0 plus a1x plus an x à la puissance n, où a0, etc., an sont des scalaires quelconques. Là, on n'a même pas à réfléchir, puisqu'on voit directement quels sont les polynômes qui interviennent dans la combinaison linéaire. Si je les souligne en rouge, il va y avoir le polynôme égal à 1 ici, le polynôme x, etc., jusqu'au polynôme x à la puissance n. Donc on voit directement qu'une famille génératrice, possible, la plus naturelle quand on écrit un polynôme, c'est pour ça qu'on la qualifie de canonique, naturel, général, grossier, vulgaire, voilà, canonique. Donc on récupère bien que l'ensemble Kn de x peut être construit en prenant des combinaisons linéaires de ces polynômes-là, donc il est de dimension finie, puisqu'on a réussi à trouver une famille génératrice qui compte n plus 1 vecteur, donc un nombre fini de vecteurs. Bon, on peut continuer comme ça, avec l'ensemble des matrices, à n' p colonne à coefficient d'enclat. Là, vous voyez qu'il s'agit de mettre chaque coefficient à sa place. Donc on va écrire les matrices de la forme la somme des AIJ. AIJ, c'est les fameux coefficients de la matrice. Comme là, on avait les coefficients des polynômes. Comme là, on avait les coordonnées de notre vecteur de Kn. Il suffit de mettre les AIJ à leur place. Donc pour ça, on va simplement considérer les matrices qui vont permettre de réaliser ceci. Donc les matrices EIJ devant mettre juste le coefficient EIJ à sa place. Comment elles vont être définies? Elles vont être définies de la façon la plus simple qui soit. On va placer A11 en IM ligne et en JM colonne. Et on va mettre des zéros évidemment partout ailleurs, puisqu'il ne s'agit d'influer que sur le coefficient AIJ. Donc on voit par ce biais, on obtient une famille génératrice finie. Alors elle aura n fois p éléments cette famille génératrice, puisque i va varier librement entre 1 et n, et j librement entre 1 et p. Mais np est un nombre fini, donc on a bien une famille génératrice finie, donc on a bien un espace vectoriel de dimension finie. Donc là, on a pris en revue quasiment tous les espaces vectoriels sur lesquels on a travaillé dans notre cours, ici pour résoudre des systèmes linéaires, faire de la géométrie, travailler avec les polynômes, travailler avec les matrices, et on a vu que ces espaces vectoriels-là étaient de dimension finie. Alors par contre, il en reste pas mal en suspens, et ceux-là, ils vont nous embêter probablement un petit peu plus. On va les étudier avec soin. C'est qu'est-ce qui se passe pour les autres espaces vectoriels, notamment ceux où on a fait de l'analyse. Alors je vais commencer par le premier, K de x. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Est-ce qu'il est de dimension finie si je ne fixe pas le degré? On a le sentiment que ça peut être compliqué. Tous les espaces vectoriels de la forme CI, alors je vais dire de R parce qu'on a étudié plutôt des fonctions à valeur dans R, quand K est un entier naturel, c'est-à-dire les fonctions C0, C1, C2, l'ensemble des fonctions de classe C infinie, qui est le plus petit de tous, puisqu'il pour être de classe C infini, il faut être CK ou K appartient à N pour tout K. Est-ce que ces espaces vectoriels sont de dimension finie? De façon plus générale, encore, alors là c'est le plus gros de tous, donc lui il reste que de l'être. Est-ce que l'ensemble des fonctions définies sur I à valeur dans R est un K-espace vectoriel de dimension finie? Et qu'est-ce qui se passe si je remplace l'ensemble de départ par l'ensemble des entiers naturels? Là j'obtiens l'ensemble des suites numériques. Est-ce que l'ensemble des suites numériques est un K-espace vectoriel de dimension finie? Donc pour ces espaces vectoriels-là, qui sont des espaces vectoriels sur lesquels on a plutôt fait de l'analyse, est-ce qu'on est de dimension finie ou est-ce qu'on n'est pas de dimension finie? Donc là, la question reste en suspens. La question légitime qui suit les développements que j'ai donnés, c'est comment montre-t-on qu'un K-espace vectoriel n'est pas de dimension finie ou est de dimension infinie?
Alors comme souvent, la réponse est dans la définition. On avait dit qu'un espace vectoriel est de dimension infinie si elle n'est pas de dimension finie. Être de dimension finie, c'est posséder une famille génératrice finie. Donc ne pas être de dimension finie, ça veut dire qu'il n'existe pas de famille génératrice finie. Il n'existe pas de famille génératrice finie. Comment démontrer une telle propriété? Bah, vous vous rappelez, à chaque fois qu'on avait une définition de ce type-là, quand on devait montrer qu'un objet n'existe pas, c'était systématiquement un raisonnement par l'absurde. Donc la réponse à la question, c'est raisonner par l'absurde. Ça sera quasiment toujours le cas. On verra un contre-pied à ceci, c'est-à-dire que raisonner donc par l'absurde. On verra un contre-pied à un raisonnement par l'absurde. On verra que pour démontrer qu'un espace vectoriel est de dimension infinie, on pourra procéder autrement que par l'absurde, mais c'est un peu tôt pour l'instant. Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, et on va traiter l'exercice qui suit, hein, donc l'exercice numéro 1, où il était question de démontrer que k de x était de dimension infinie. Donc c'est parti, abordons cet exercice 1. Donc exercice numéro 1, montrer que k de x est de dimension infinie. Donc, montrer que k de x est de dimension infinie. Donc k de x est vu ici évidemment comme un k espace vectoriel. Alors bon, on a la marche à suivre, hein, là c'est très clair. Ce qu'on doit faire, c'est supposer qu'il est de dimension finie, essayer d'aboutir à une propriété absurde. Donc là, on lance le raisonnement. Donc supposons k de x de dimension finie. Voilà, donc on pose tout de suite le raisonnement par l'absurde. Supposons k de x de dimension finie. Et raisonnons par l'absurde. Bon, une fois que le raisonnement est posé, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc c'est-à-dire qu'on suppose qu'il existe. Supposons qu'il existe une famille génératrice finie. Donc supposons qu'il existe donc une famille de polynômes P0 et M, donc famille de polynômes à coefficient d'encas, tel que k de x est l'espace vectoriel engendré par ces polynômes-là. Donc tel que k de x est l'espace vectoriel engendré par les polynômes P0, P1, etc., Pm, c'est-à-dire autrement dit, hein, que k de x s'écrit comme l'ensemble des combinaisons linéaires, de toutes les combinaisons linéaires de ces polynômes-là. Donc ça, c'est ce qu'on va supposer. Alors pour trouver la clé du mystère, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir que Kn de x, lui, est un espace vectoriel, dont on a une famille génératrice finie. On avait vu, c'était la famille des 1, x, etc., x à la puissance n. Donc la clé du raisonnement, ça sera peut-être de considérer ce qui se passe sur les degrés, puisque quand le degré est limité, alors on a un espace vectoriel de dimension finie. Donc là, il va falloir exploiter le fait que les degrés ne sont pas limités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ma famille génératrice, supposer que les polynômes sont ordonnés dans le sens des degrés croissants. Ce que je peux toujours faire, hein, puisque si vous permutez les vecteurs d'une famille génératrice, vous ne changez pas le fait qu'elle est génératrice. Donc j'ordonne les indices de manière à ce que j'ai les degrés croissants, quitte à réordonner évidemment les vecteurs de la famille. Voilà, donc je suppose que les degrés sont comme ceci. Si vous prenez un polynôme quelconque de l'espace vectoriel engendré par ce polynôme, c'est-à-dire ce polynôme-là, donc vous allez tout de suite avoir une estimation de son degré avec les opérations sur les degrés qu'on a vu dans le cours sur les polynômes. Effectivement, on a vu que le degré d'une somme est toujours inférieur ou égal au maximum des degrés des polynômes qui le composent. Donc au maximum des degrés des pk, où k est compris entre 0 et m. Comme on a ordonné les degrés dans le sens croissant, ça sera évidemment plus petit ou égal au degré du polynôme qui a le plus haut degré de Pm, que je vais supposer être égal à P. Là, on aboutit directement à une contradiction. K de x ne peut pas être l'ensemble de ces combinaisons linéaires, puisqu'on vient de démontrer quoi là?
on vient de démontrer que par exemple x à la puissance p plus 1, hein, juste par exemple, ne peut pas être combinaison linéaire de ces polynômes-là. Donc n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les polynômes P0, etc. jusqu'à Pn. Pour des raisons de degré. Effectivement, en prenant des combinaisons linéaires de ces polynômes, on ne pourra pas excéder des polynômes de degré P. Moralité, on vient de démontrer qu'il n'est pas possible que Kn de x soit égal à cet espace vectoriel-là, puisqu'on vient de trouver un polynôme de k de x qui ne s'écrit pas comme combinaison linéaire de ces polynômes. Donc on obtient notre absurdité, et on obtient donc la contradiction, c'est qu'il n'existe pas de famille génératrice finie, donc on vient de démontrer que k de x est bien de dimension infinie. Alors pour les autres espaces vectoriels, les fonctions continues, les fonctions C1, les suites, il faudra attendre un petit peu, il faudra attendre une meilleure connaissance de ce qui se passe en dimension finie pour pouvoir conclure efficacement. Donc on verra une autre lecture de la dimension infinie dans le fil du cours, notamment quand on aura mieux parlé de famille libre, de famille génératrice et de base en dimension infinie. On va dresser un portrait robot de ces familles-là en dimension finie, dont on aura besoin pour pouvoir élaborer d'autres stratégies que des raisonnements par l'absurde, pour montrer qu'on est en dimension infinie. Passons à l'exercice numéro 2, où il est question de savoir si un espace vectoriel, qui n'est plus exactement un espace vectoriel de référence, est de dimension finie. Donc on parle de l'ensemble des suites, de la coefficient complexe, qui vérifie cette relation-là, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à n, un plus 2, plus 4un plus 1, plus 4un est égal à 0. Alors en fait c'est un ensemble qu'on connaît bien, hein, puisque là on a affaire à des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 à coefficient constant. Donc là je pense qu'on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Déjà d'une part montrer que c'est un espace vectoriel, en montrant que c'est un sous-espace vectoriel de Cn, et obtenir une famille génératrice finie, puisqu'on sait qu'une technique pour démontrer qu'un ensemble est un espace vectoriel, c'est d'exhiber une famille génératrice finie de cet ensemble. Donc là, on va tout de suite déterminer quelles sont les suites qui vérifient cette relation-là. Donc on sait que pour résoudre ce problème-là, on associe à cette suite récurrente ce qu'on a appelé l'équation caractéristique. 4r carré plus 4r plus 4 est égal à 0. On constate que cette expression-là se factorise directement en r carré plus 2 est égal à 0. Donc 2 est la seule racine de l'équation caractéristique. On a donc vu que cette suite un s'écrivait sous la forme suivante, c'est-à-dire, si vous préférez, il existe alpha bêta appartenant à C, puisque les suites sont complexes, telles que, pour tout n appartenant à n, ma suite un s'écrive comme alpha n plus bêta multiplié par moins 2 à la puissance n, hein, puisque moins 2 est la seule racine de l'équation. Si je réécris légèrement les choses, qu'est-ce qu'on vient d'écrire pour un? Un, on vient de l'écrire comment? Et là, je vais reprendre des couleurs différentes pour bien, encore une fois, exhiber ce qui est scalaire et ce qui est vecteur. Et a priori, regardez là, les nombres alpha et bêta, ça a l'air d'être des scalaires qui vivent complètement indépendamment dans C, puisqu'a priori, il n'y a pas de contrainte sur ces éléments-là pour l'instant. Donc, on va dire que la suite un, elle s'écrit comme le nombre alpha multiplié par la suite qui est accrochée à alpha. Ben, la suite qui est accrochée à alpha, c'est n multiplié par moins 2 à la puissance n, plus bêta, multiplié par la suite qui est accrochée à bêta. Ben, la suite qui est accrochée à bêta, c'est la suite moins 2 à la puissance n. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer là? On vient de démontrer que oméga est l'ensemble des combinaisons linéaires des suites dont le terme général pour la première est n fois moins 2 à la puissance n, et pour la deuxième est moins 2 à la puissance n. On vient donc bien de démontrer que oméga est un sous-espace vectoriel de Cn, donc que oméga est un C espace vectoriel, puisque sous-espace vectoriel de Cn, et on vient de démontrer que oméga est bien à deux dimensions finies, de dimension finie. Pourquoi? Puisque possède une famille génératrice finie. Puisque cette famille génératrice, elle possède deux éléments. Puisque possède une famille génératrice finie.
Donc on vient de démontrer que l'ensemble des suites qui vérifient cette relation de récurrence linéaire d'ordre 2 est un espace vectoriel de dimension finie. On verra bientôt que c'est un espace vectoriel de dimension 2. Mais pour l'instant, la définition qu'on a prise ne nous permet pas d'aller plus loin, puisque nous n'avons encore pas défini ce qu'on appelle la dimension d'un espace vectoriel. Le quiz qui est indiqué, c'est un bon outil pour reprendre la main sur les définitions et sur les raisonnements qui sont associés aux familles libres. Et réfléchir à des questions ouvertes sans savoir quelle est la réponse est de toute façon toujours une bonne chose en mathématiques. Donc évidemment, je vous laisse faire le quiz, hein, appuyer sur pause pour réfléchir aux questions posées. Un quiz, ça se fait aussi en écrivant, hein, évidemment. Hein, n'oubliez pas ça. Hein, on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions sans écrire. Il faut réfléchir, il faut voir le contexte, il faut voir les exemples ou les contre-exemples. Donc ça se fait évidemment stylo à la main. Alors, pour la première question, on se donne une famille libre et on se demande si en ajoutant un vecteur à tous les vecteurs de la famille, on obtient encore une famille libre pour tout x appartenant à eux. Alors la réponse est faux. Hein. Ouais, faux. C'est pas très compliqué d'ailleurs de voir pourquoi. Si je prends par exemple, hein, x va être égal au vecteur moins e1, qui est un vecteur de e, la famille que considère contient le vecteur nul. Et une famille qui contient le vecteur nul ne peut pas être libre. Donc moralité, on ne peut pas avoir une famille libre qui est. Enfin, cette famille-là ne peut pas être libre pour tout x appartenant à eux. On vient de trouver un vecteur de x pour lequel elle ne l'est pas. Vous pouvez prendre pour x l'opposé de n'importe quel vecteur dans la famille et ça fonctionne bien. Donc voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question, on voit qu'on peut répondre à la deuxième question simplement en considérant la première. Donc c'est aussi évidemment faux. Hein. Puisque si je prends une famille libre, la famille E1, etc., En, et si je prends une autre famille qui est libre, qui est constituée des vecteurs opposés de cette famille, qui est aussi une famille libre, puisque si vous prenez une combinaison linéaire nulle de ces termes-là en multipliant par moins 1, vous récupérez une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, prouvant que les scalaires sont nuls. Et si vous additionnez membre par membre les vecteurs de cette famille, vous obtenez une famille qui est constituée exclusivement du vecteur nul. Par conséquent, la famille constituée ne peut pas être libre, puisque a priori, une famille qui contient le vecteur nul, on l'a déjà dit dans l'exemple précédent, ne peut pas être libre. Troisième question. Une famille de deux vecteurs 2 à 2 non collinaires est libre. Alors ça, on sait que c'est faux, hein, effectivement. Ça n'est vrai que si la famille n'a que deux vecteurs. Dans ce cas-là, quand on a deux vecteurs qui ne sont pas collinaires, on a une famille libre. Mais on sait bien que cette propriété-là est fausse dès que la famille contient a priori trois vecteurs. Alors c'est faux. Hein. Alors pour le prouver, on va donner un contre-exemple. Ce contre-exemple, je vais le prendre dans l'espace que je maîtrise le mieux. L'espace que je maîtrise le mieux, c'est le plan. Donc si je prends par exemple le vecteur E1 qui a comme coordonnée 1, 0, le vecteur E2 qui a comme coordonnée 0, 1, et le vecteur E3 qui a comme coordonnée 1, 1, eh bien les vecteurs sont 2 à 2 non collinaires. Hein. Le vecteur E1 n'est pas collinaire au vecteur E2 et E2 n'est pas collinaire à E1. E3 n'est pas non plus collinaire à E1, ni dans un sens ni dans l'autre, à cause du 0 qui est ici. En multipliant un scalaire par 0, je n'obtiendrai jamais 1. Et si ici, pour passer de 1 à 0, il faut que je multiplie par 0, mais dans ce cas-là, on ne peut plus récupérer la composante 1 qui est là. Donc on voit que les vecteurs sont 2 à 2 non collinaires, et pourtant la famille est liée. La famille E1, E2, E3 est clairement une famille liée, tout simplement parce que le vecteur E3 s'écrit comme combinaison linéaire de E1 et E2, puisque c'est le vecteur E1 plus le vecteur E2. Donc là, on a une famille qui est clairement liée. Donc attention, dès qu'on a un nombre de vecteurs qui est supérieur ou égal à 3, être 2 à 2 non collinéaire n'est pas suffisant pour obtenir une famille libre. Alors pour la question 4, on se donne trois éléments d'un K-espace vectoriel E, on suppose que la famille x, y, z est liée, et on pose la question de savoir si x est nécessairement combinaison linéaire de y et z. Puisque dire que x appartient à l'espace vectoriel engendré par y, z, c'est x s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Bien, c'est faux aussi. C'est faux aussi, et encore, c'est pas très difficile de construire un contre-exemple.
Je prends la famille qui est constituée d'un vecteur U qui n'est pas le vecteur nul de E, et ensuite je prends le vecteur nul de E pour les deux autres vecteurs qui sont ici. Donc je prends la famille U, où U est un vecteur non nul de E. Je considère cette famille-là. Alors cette famille est bien entendu liée, puisque toute famille qui contient le vecteur nul est nécessairement liée. Seulement, si vous calculez alpha fois le vecteur nul de E plus bêta fois le vecteur nul de E, ce que vous récupérez, c'est le vecteur nul de E, qui est différent du vecteur U. Donc vous voyez bien que U n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par le vecteur nul de E et par le vecteur nul de E. Donc cette propriété est clairement fausse, elle n'est absolument pas réalisée. Alors, on va essayer de faire dans la foulée la question 5. La question 5, c'est soit x, y, z, trois éléments d'un K-espace vectoriel. Si x appartient à l'espace vectoriel engendré par y et z, alors la famille est liée. Alors ça c'est vrai par contre. Ça c'est parfaitement vrai, puisque si x appartient à l'espace vectoriel engendré par y et z, ça veut dire qu'il existe des scalaires alpha et bêta appartenant à K, tels que x s'écrivent alpha y plus bêta z, c'est-à-dire tel que x moins alpha y moins bêta z est égal à 0. On vient de récupérer une combinaison linéaire non triviale qui renvoie 0. Non triviale parce que le scalaire ici c'est 1 qui est différent de 0. Donc même si alpha et bêta sont nuls, on a bien une combinaison linéaire non triviale qui renvoie 0. Donc la propriété est bel et bien vraie. Pour la question numéro 6, où on prend une famille génératrice qui est constituée de n vecteurs, et on se demande ce qu'il se passe quand on retire le dernier vecteur. On se demande si elle est aussi génératrice de E. Alors ça c'est évidemment faux, hein. Il suffit de prendre un exemple où la famille génératrice est minimale en quelque sorte. Si vous prenez par exemple la famille 1i, elle est évidemment génératrice. Elle est génératrice du R à espace vectoriel C. Par contre, la famille qui est réduite à 1 n'est pas génératrice, non génératrice, du R espace vectoriel C. Alors les exemples, vous pouvez en prendre à l'appel, hein, évidemment. Il suffit de prendre une famille génératrice minimale de notre espace vectoriel, hein, c'est-à-dire une famille génératrice où a priori on ne peut pas réduire un vecteur sans justement amputer cet espace vectoriel. Alors pour la propriété numéro 7, alors cette fois-ci on a rajouté un vecteur à une famille génératrice, on se demande si elle est aussi génératrice. Alors la réponse est oui, hein, bien sûr que ça marche, c'est évidemment vrai. Alors c'est vrai pourquoi? En hypothèse, on sait que notre espace vectoriel E est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs, je ne sais pas comment je les appelais, E1, etc. jusqu'à En, donc par ces vecteurs-là. Donc en rajoutant un vecteur, qu'est-ce qui se passe? Donc le vecteur En plus 1 est un vecteur de E. Donc on sait déjà que l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de E1, En jusqu'à En plus 1 sera évidemment inclus dans E, puisque vous avez des combinaisons linéaires de vecteurs de E, et on ne peut pas quitter E par combinaison linéaire. Mais la réciproque est également vraie, puisque E s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de E1 jusqu'à En. Donc E, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là où alpha 1, alpha n appartiennent à K. Eh bien, si je rajoute ici 0 fois le vecteur En plus 1, là j'obtiens des vecteurs qui sont tous dans cet espace vectoriel-là, puisqu'ils sont combinaisons linéaires de ces vecteurs. Et donc on voit que tout vecteur de E peut bien s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Donc ça assure que E est inclus dans l'espace vectoriel engendré par tous les vecteurs de E1 jusqu'à En plus 1. Donc on a la double inclusion, donc on vient bien de voir qu'en ajoutant un vecteur à une famille génératrice de E, on obtient encore une famille qui est génératrice de E. Alors enchaînons avec la question 8 sur des familles libres. Si je prends une famille libre et si je prends une sous-famille de cette famille libre, alors la famille que j'obtiens est encore libre. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je vais même étendre cette propriété. Je vais dire que si I est un ensemble d'indices non vides qui est inclus dans un N, c'est-à-dire si je prends des indices particuliers, eh bien la famille des EI
avec ces indices-là, est encore une famille libre. Alors je prends des indices qui sont évidemment non vides, hein. Donc la question est très très simple, la réponse est très très simple. On va prendre des scalaires, donc je vais les appeler alpha i où i appartient à i, tel que la combinaison linéaire de ces vecteurs soit nulle. Donc tel que la somme pour i appartient à i des alpha i ei est égale à 0. Donc je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs. Ben, j'ai envie de dire, pour pouvoir utiliser la liberté de la famille, il suffit de boucher les trous. Donc c'est-à-dire que je vais dire la somme pour i variant entre, enfin pour i pardon, appartenant à i des alpha i ei, plus la somme, alors pour avoir une combinaison linéaire de tous les vecteurs de la famille libre, je vais dire quand les indices sont dans 1n mais pas dans i, je vais dire c'est 0 fois le vecteur ei qui est égal à 0. Donc là on a une combinaison linéaire nulle de tous les vecteurs de la famille E1, En. Or, comme la famille E1 jusqu'à En est une famille qui est libre, on est sûr que tous les scalaires qui interviennent dans cette combinaison linéaire sont nuls. Donc en particulier, les scalaires qui sont ici sont nécessairement nuls. Donc en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si on extrait une famille de vecteurs d'une famille libre, on obtient une famille qui est encore libre. Passons à la question numéro 9. Où il est question de prendre un élément de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, xn. On dit tout élément de cette famille est combinaison linéaire de ces vecteurs. Bah, la réponse c'est vrai, hein, c'est vrai, et c'est même la définition. Puisque je vous rappelle que par définition, l'espace vectoriel engendré par x1, xn est justement égal à l'ensemble des combinaisons linéaires, donc des sommes des alpha i xi pour i variant entre 1 et n, où les alpha i sont des scalaires qui vivent librement dans K. Donc cet ensemble est justement l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs. Donc on obtient évidemment le résultat. Enfin, on prend A, un vecteur de E. Alors A est une base de vecte de A. Alors si je considère F qui est égal à vecte de A, on sait que la famille qui est là est une famille qui est génératrice de F. Donc ça, je peux effectivement l'affirmer. Pour être une base de F, il faudrait que cette famille soit libre. Et on sait qu'une famille qui est constituée d'un vecteur est libre si et seulement si ce vecteur-là n'est pas le vecteur nul. Donc, a priori, cette affirmation est fausse. Il suffit de prendre A qui est égal au vecteur nul de E. Dans ce cas-là, l'espace vectoriel que j'obtiens, c'est le singleton vecteur nul de E. Et le vecteur nul ne peut pas faire partie d'une famille libre. Donc clairement, cette famille ne sera pas une base de cet espace vectoriel. Si on avait ajouté A est un vecteur non nul de E, alors dans ce cas-là, les choses étaient différentes. La famille qui était constituée du vecteur A était bien une base de notre espace vectoriel. Donc attention à bien rajouter un vecteur non nul de E. Voilà pour ce petit quiz qui, je l'espère, vous a permis de vous remémorer toutes ces idées qui concernent les familles libres, les familles génératrices, et de se remémorer aussi la façon de construire des contre-exemples.